Merci. Monsieur le Président, pas faire d'ingérence dans le groupe. Nous savons le capital temps que nous avons déjà étudié les répartitions du temps entre nous. Bien, je voulais dire ça, parce qu'il faut toujours respecter l'autonomie des groupes politiques qui composent l'Assemblée. C'est mon devoir d'attirer l'attention, c'est inscrit dans les textes, c'est mon devoir d'attirer l'attention sur ce point. C'est mon devoir de défendre mon groupe et sa gestion. Voilà. La gestion de son temps. Bien. Alors, c'est vrai que nous avons reçu un groupe AV de 797 pages. Nous l'avons reçu, disons ça, pour le représentant du CESEM dans les mêmes délais que lui. Et nous avons dû nous attacher à l'étudier pour jouer notre rôle d'opposition. Donc, regardez avec un regard critique. La première impression que nous avons eue lorsque nous avons examiné la partie recettes, c'est par là qu'on commence, donc combien d'argent on va disposer pour ensuite le dépenser, les prévisions nous ont paru optimistes, un peu comme le CESEM l'a dit. Optimistes et même exagérément optimistes, en particulier sur certaines ressources. Je donne la fiscalité. Juste un seul exemple. Je crois qu'on prévoit une augmentation importante des recettes issues de la taxe sur les carburants. Alors, il faut savoir que même s'il y a l'inflation, les montants que nous percevons sur chaque litre de carburant, entre essence ou gazoil, sont des montants qui ont été fixés forfaitairement. Ils ne varient pas, contrairement à ce qu'on dit, avec le prix du litre. En même temps, je vois que l'État incite l'augmentation du parc des véhicules électriques, donc il faut plutôt voir dans les prochains jours une baisse de la consommation. Je donne juste cet exemple. Il y a beaucoup de choses qui nous ont paru optimistes. Alors, je vois évidemment le budget est en hausse considérable. Le chiffre a été donné, 254 millions. Mais l'essentiel viendra de l'emprunt, 247 millions, qui explose. Je me rappelle, lorsque vous avez eu à juger la dernière mandature d'Alfred Marie-Jeanne, il y a eu des peines critiques qui disent qu'on a fortement endetté. Vous avez même baissé l'emprunt en fin 2021. Ensuite, pour le rétablir, de l'ordre de 180 millions. Mais là, maintenant, alors qu'Alfred Marie-Jeanne n'avait prévu que 160 millions, vous avez porté à 180 de mémoire en 2022. Là, boum, vous explosez. Vous explosez parce que vous dites, bon, vous avez une capacité d'autofinancement importante, mais si elle est fondée sur des recettes hypothétiques, parce que moi je pense que les prévisions sont optimistes, effectivement, ça gonfle le chiffre. Mais ça, je ne vais pas faire. C'est des prévisions. Personne ne peut lire avec précision l'avenir, d'autant plus que, comme l'a dit le CESEM, il manque un certain nombre d'instruments qui nous permettraient à la fois d'évaluer, mais également d'évaluer la politique, mais également d'essayer d'évaluer les recettes futures. Donc c'est l'avenir qui va nous dire si le risque que vous avez pris était calculé ou pas. Deuxième point qui a attiré notre attention dans l'exposé des motifs, vous avez parlé du risque de dégagement d'office des fonds européens, que vous avez chiffré à un montant important, 220 millions, et dont, à cause de projets portés par la CTM, et qui ont pris du retard. Et je constate, puisque je vois que le PCE pointe le doigt sur moi, que j'ai observé certains chantiers qui, depuis juillet 2022, sont ralentis, même à l'arrêt, à certains moments. Et j'attire l'attention là-dessus que le pôle universitaire de santé est financé avec des fonds européens. Nous avions un délai pour le terminer, le délai est déjà dépassé. Et si il est financé sur le DOCUP qui est terminé en 2020, on nous a donné une rallonge de 12 mois pour pouvoir faire remonter les factures. Mais si vous ne terminez pas le chantier, il y a un risque de dégagement d'office. C'est le cas également pour le projet d'irrigation Nouvelle Cité sur le territoire de Rivière-Salée, c'est financé également sur les fonds européens.
Si le chantier n'est pas livré, les factures acquittées, les remontées de dépenses ne sont pas là, il y a un risque de dégagement d'office. Je constate également qu'il y a des projets qui étaient déjà mûrs, prêts à passer à la phase de travaux, comme l'échangeur de Mangovulsin. Jusqu'à présent, sur le terrain, rien n'a démarré. Et on finançait sur le docup qui va se terminer là. Donc, les risques de dégagement, j'ai cité quelques exemples de mémoire. Je vois que le PCE prêtait le doigt sur nous. Nous ne serons pas responsables si, depuis le mois de juillet 2022, un certain nombre de projets sont arrêtés, ou à l'arrêt. Plusieurs fois, et je sens que le conseiller chargé des finances, conseiller exécutif chargé des finances, certaines observations qu'il faisait, je sais que c'était adressé à moi, il donnait déjà des réponses à des observations que je ne manquerai pas de faire parce qu'on se rencontre souvent dans le cadre de la CAO et je lui fais parfois des interrogations. Il sait que je vais les répéter ici. Dans le domaine de la formation professionnelle, j'ai constaté l'absence de programme de formation présenté en septembre 2021, l'absence de programme de formation présenté en septembre 2022. Et ce n'est pas étonnant que je vois que dans le projet que vous faites, vous prévoyez de diminuer encore l'enveloppe dédiée à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Parce qu'il ne faut pas confondre. Il y a éducation, lycée, collège, puis il y a une ligne formation professionnelle et apprentissage. J'ai vu que le montant que vous inscrivez en 2023 est inférieur au montant de 2022. Et le montant de 2022, moi j'attends avec impatience le compte administratif, je suis persuadé que ça ne va pas être consommé, parce qu'il n'y a pas eu de programme territorial de formation professionnelle passé avec les centres de formation. Alors j'ai noté dans l'exposé des motifs, vous envisagez de modifier, simplifier la règle des marchés pour passer les formations professionnelles. Je rappelle que la règle des marchés est définie dans le code des marchés. Je ne sais pas si les collectivités peuvent les modifier. En tout cas, je dis ça en passant. Maintenant, pour revenir plus précisément aux dépenses. Alors, l'exercice a été très habile. Et vous avez repris, puisque c'était une inquiétude pour nous, nous avons retrouvé tous les programmes que nous avons fait étudier. Ils ont été cités, je vous remercie de ça, je vous donne acte, puisque plusieurs fois, je n'ai que devienne, par exemple, l'extension TCS, mais qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de terminer la fibre optique? On avait critiqué que nous avions pris du ralenti, etc. Je n'ai pas vu d'accélération entre juillet 2021 et actuellement. Mais il y a des belles annonces, les crédits sont là, j'espère qu'on va mener ça à terme. Bon, j'ai eu à déplorer qu'un projet structurant important, le PCE nous a dit ici qu'il abandonnait, c'était le viaduc de Fontlaillé. Bien, il abandonne. Et je vois demander aux gens, aux usagers de la route, de la RN2, à quel point kilométrique remontent les files d'attente chaque matin, à cause du verrou que constituait Fontlaillé. Je ne sais pas ce que vous avez l'intention de faire, mais il est toujours là. Nous avions beaucoup travaillé. On avait lancé un concours, on a choisi un bureau d'études, on a dépensé de l'argent d'études là-dessus, et le dossier, s'il n'avait pas été arrêté, peut-être serait en phase de dossier de consolidation dans l'entreprise, un DCE pour pouvoir faire le marché. Et je vois, bon, vous avez planqué ça dans un tiroir au profit de notre projet que mes collègues appellent le diagonale du vide, la liaison entre Carrère et l'Union, qui va consommer la bonne terre agricole au moment en même temps où on cherche des terres agricoles. On veut augmenter les terres agricoles. Et qui va ne faire rien gagner, sinon 5 minutes, on avait estimé, des embouteillages pour les gens qui viennent du Sud. Par contre, un carrefour que nous avions étudié, Mangovulsin, qui est déjà financé par les fonds européens, n'a pas démarré. Donc on va peut-être obligé de le reporter sur le prochain docup, mais les sommes qui étaient là risquent d'être dégagées d'office. Donc je signale ça en passant. Alors je disais que c'était astucieux, vous avez repris beaucoup de projets, même le ligatoire de Mangovulsin est repris. Et ce qui est astucieux, c'est que vous avez ajouté de vos programmes. C'est légitime. Mais ça en fait beaucoup.
Et je suis persuadé, je suis prêt à prendre le pari que tous les projets qui sont inscrits là pour 2023 ne seront pas réalisés. Et nous verrons le taux de réalisation à la fin. C'est ce défi que je lance. Donc j'attends le CA, compte administratif 2022, pour voir votre taux de réalisation de vos nouveaux projets, mais également, nous allons voir tous les projets d'investissement. C'est important, ils sont là. Je ne les critique pas, je ne critique qu'un seul qui est la diagonale du vide, là. Tous les autres, c'est bien intéressant, c'est nécessaire. Mais le programmer là, et puis faire croire que vous allez pouvoir tout réaliser, nous donnons rendez-vous. Donc, c'est ce que je disais, que même les programmes sont optimistes. Je n'y crois pas trop. Maintenant, je vais poser quelques questions précises, bien que le rapporteur ne veut rien déjà me dire. Essayez déjà de répondre. Je reviens sur Martinique Transport. Le président de Martinique Transport n'est pas là, je suis membre du conseil d'administration, je suis en contact avec les transporteurs, je connais leur angoisse. Votre document reprécise qu'en 2022, c'était 61 millions qui étaient inscrits dans les subventions de fonctionnement. C'est écrit là. Je veux une explication. Comment se fait-il que le conseil exécutif a pris un arrêté délibéré à 75 millions, alors que dans le document que vous nous avez donné, vous rappelez le chiffre qui était inscrit en 2022, c'était 61 millions. Maintenant, vous promettez 75 millions pour 2023, bravo. Nous espérons que ce chiffre sera sincère, parce que l'autre, il y avait une insincérité dans l'arrêté délibéré qui a été signé par le PCE en conseil exécutif. Deuxième chose, j'ai constaté, là aussi, que la formation professionnelle, vous avez diminué le montant. Alors, peut-être, c'est parce que vous n'avez pas réalisé en 2022, vous dites que ce n'était pas nécessaire d'avoir prévu 37 millions, donc vous baissez à 32 millions. Je veux une explication. Parce que, dans le même temps, dans les grands programmes, on dit qu'il faut préparer des personnes qualifiées pour les besoins de l'économie. Il y a des secteurs qui sont en tension. La formation professionnelle est une compétence majeure. J'ai eu à déplorer ici que l'engagement qui avait été pris dans le pacte d'investissement dans les compétences, qui était signé avec l'État, la part que la CTN devait réaliser, vous l'avez déféré à Pôle emploi, qui est une agence d'État. Vous avez renoncé. Et on a voté ça ici. Donc je demande que va devenir la formation professionnelle, qui doit être une compétence majeure de la collectivité. Et puis, effectivement, le président de la commission des finances, la gouvernance, comme ça s'appelle maintenant, au lieu de faire son rapport, il attaque toujours. Et il ne cesse de parler, depuis l'an dernier, d'un trou de 225 millions d'euros. Eh bien, depuis qu'il en parle, je cherche dans tous les documents que vous nous transmettez l'existence de ce trou, la définition, le détail. Je l'ai encore cherché là, dans votre groupe AV de 797 pages. Je n'ai pas encore trouvé. J'aurais bien avoir la liste précisément de ce que l'on avance, parce que je vois que les comptes administratifs que vous avez présentés pour 2020, pour 2021, est un excédent. Je vais voir celui que vous allez présenter pour 2022. Vous ne l'avez pas encore présenté. Bien, je veux savoir, je suis persuadé qu'il va encore se terminer en excédent. Parce que les pronostics que vous avez faits dans vos documents laissent apparaître qu'il sera encore un excédent. Alors, je ne comprends pas. D'un côté, excédent, ça veut dire plus. Et quand on parle de trou, en général, c'est moins. Alors, j'ai besoin de savoir, ce trou-là, il est un peu fictif. En tout cas, le rapporteur, le conseiller exécutif en charge des finances n'en a pas parlé. Il a eu la décence de le faire. Mais le président de la commission des finances, qui est un peu plus vindicatif, plus militant, est entré là-dedans. Alors que ce n'était pas ça qu'on lui demandait de présenter,
C'était le projet de budget, donner un avis sur le projet de budget. Voilà ce que je veux dire. Donc, et je conclus pour laisser le temps à mes autres collègues. D'un côté, vous reprenez tous nos programmes, vous reprenez même nos projets, vous revalidez le PADMA, ça va faire plaisir à mon collègue Boutrin. Vous reprenez tous nos projets, vous ajoutez les votes et vous pensez que ça va être réalisé. Je suis un peu sceptique et je vais attendre les résultats et mon scepticisme va se manifester dans notre vote. J'en ai fini.